Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. C'est l'heure du Best of, l'émission qui vous livre les meilleurs reportages tournés par nos correspondants à travers le monde. Cette semaine, nous irons au Pakistan et nous nous pencherons sur des manuels scolaires bien particuliers. Financés par le gouvernement, des livres apprennent aux enfants à se méfier de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et puis au Québec, la mafia sicilienne gangrène la belle province. De graves soupçons de corruption pèsent sur des fonctionnaires, des entrepreneurs et des politiciens. Mais d'abord, la Syrie et ses armes du régime de Bachar al-Assad qui sont en train d'être retournées contre ses propres troupes. Les rebelles ont récemment capturé une base militaire au nord-ouest du pays et se sont emparés de plusieurs missiles Cobra, des missiles capables de détruire les propres bombardiers de Bachar al-Assad. Dans ce secteur, les révolutionnaires disent être sur le point de créer une zone d'exclusion aérienne. Sur le terrain, nos envoyés spéciaux Assia Chiab et Kadir Demir. Après un siège de 55 jours, la base 46 est finalement tombée aux mains des rebelles. Située à 30 km d'Alep, c'était l'une des dernières places fortes du régime dans cette zone proche de la frontière turque. Dans la région, on l'appelait la base de la mort. On l'appelle la base de la mort parce qu'il y a 150 villages autour de cette base. Tous les jours, il y avait des gens tués dans les villages à cause des bombardements. La chute de la base 46 constitue un tournant stratégique. Elle libère un peu plus la route entre Idlib et Alep, mais surtout elle a offert à la rébellion l'une de ses plus importantes prises de guerre. Les rebelles ont emporté et mis à l'abri des véhicules blindés, des canons d'artillerie lourde, mais aussi et surtout des missiles solaires de fabrication russe. Ça, ce sont des missiles de type Igla et Cobra. Ils détruisent les avions avec un thermoguidage. Ce sont des missiles qui suivent les moteurs des jets. On les a pris dans la base 46 et on s'en est servi pour détruire des avions. Une semaine après la capture de la base et de son arsenal, les rebelles ont abattu dans la région d'Alep un hélicoptère et un chasseur bombardier avec des missiles pour la première fois. Le général Al-Faj, qui a dirigé la bataille de la base 46, ne dira pas combien de missiles se trouvent entre leurs mains, ni où ils ont été déployés, mais il insiste sur un point, la rébellion n'a reçu aucun missile de l'étranger. Je veux que les mensonges à propos de ces armes cessent. Nous n'avons reçu aucune arme lourde de l'étranger, de personne. Ces missiles, nous les avons pris au régime. Avec ces missiles solaires, les rebelles affirment être en mesure de mettre en place une zone d'exclusion aérienne dans tout le nord du pays. Désormais, il n'y a plus d'avions qui survolent notre région. Les chasseurs du régime n'osent plus venir ici parce qu'ils savent que nous avons déployé des missiles, que nous sommes prêts à les prendre en cible et à les détruire. Les civils et les réfugiés dans le nord de la Syrie étaient régulièrement victimes de frappes aériennes. Mais depuis que les rebelles ont abattu ces aéronefs la semaine dernière, le régime semble avoir cessé ses opérations dans la zone. Des gangsters, des prêtres extrémistes, c'est en ces termes que l'on décrit les hindous et les chrétiens dans les écoles publiques du Pakistan. Le programme scolaire inculque aux enfants la haine des étrangers, de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Quelques parents sont scandalisés par ces cours radicaux. Problème, les écoles publiques ne leur coûtent que 20 centimes d'euros par mois. Alors pour ceux qui ne veulent pas de ce programme officiel, il y a les écoles privées, mais elles sont hors de prix pour la majorité des familles. Reportage de Julien Fouchier. Rassemblement quotidien pour les 850 élèves de cette école publique à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Islamabad. Une prière avant les cours, toujours suivie d'un banc d'honneur pour le Pakistan. Ces vieux bâtiments ont été construits par les colonisateurs anglais. Ce jour-là, le cours porte d'ailleurs sur la partition avec l'Inde et la création du Pakistan. Les caravanes en route pour le Pakistan, eh bien les hindous et les sikhs les ont attaqués. Et il n'y a pas eu un seul musulman qui a survécu. À tour de rôle, les élèves lisent un manuel d'histoire fourni par le gouvernement pakistanais. L'esprit borné des hindous et les conspirations des blancs contre nous nous ont amenés aux besoins d'un pays islamique, le Pakistan. Je pense que les hindous sont contre le Pakistan, ils sont comme ça. Et même les Anglais et tous les non-musulmans, ils continuent à être contre le Pakistan.
Les enseignements doivent être appris par cœur, notamment les passages où les hindous sont qualifiés de gangsters et les chrétiens de prêtres extrémistes. Changement de décor et d'ambiance dans cette école de la capitale. Quelques dizaines d'enseignants se sont rassemblés pour dénoncer des programmes scolaires qu'ils jugent indécents et dangereux. Même quand la matière c'est l'anglais, tout est autour de l'islam. Un rapport est distribué, son titre « Les programmes de la haine ». Et ses auteurs ce jour-là sont à la tribune. Ils définissent le nationalisme pakistanais de manière très restrictive. Ils essaient de le définir par rapport à une identité islamique. Ils essayent de montrer les musulmans et les Pakistanais comme victimes d'une conspiration venant de toutes sortes de gens ou de pays. Et alors les gens deviennent paranoïaques et sont pénétrés par cette vision étroite. Et pour eux, l'extrémisme devient la réponse à tout cela. Nous avons soumis ce rapport au professeur Riaz Ahmad, en charge des programmes scolaires de l'enseignement public. Et surprise, il reconnaît les dérives, mais avoue ne rien pouvoir changer. On fait de notre mieux, parce que notre société, vous comprenez, elle appartient à... Enfin, les religieux sont là, quoi, et ils essayent d'imposer ces choses. Mais au niveau du gouvernement et des universités, on essaye de vérifier cela. Mais il y a encore des blocages. Conséquence, un petit nombre d'écoles fait de la résistance et a décidé d'éditer ses propres manuels scolaires. Comme cet établissement privé d'une petite centaine d'écoliers. Dans cette classe aujourd'hui, un cours sur l'œuvre de Mère Teresa. L'extrémisme pourrait être vaincu grâce à l'école, grâce au système scolaire en développant ses propres programmes. Et c'est ce que vous faites ici ? Oui, c'est ce qu'on fait. Tous les cours visent à apprendre aux enfants à comprendre les autres, plus qu'à être tolérants. Parce que quand vous tolérez quelqu'un, il y a en fait une haine au fond de vous. Cette école a été la toute première à oser contester ouvertement le contenu des programmes, un sujet sensible dans ce pays où les violences contre les minorités religieuses ont fait cette année plus de 400 morts. Direction le Québec maintenant, où la mafia sicilienne semble très bien installée. Pots de vin, corruption, menaces de mort, le secteur du BTP et même la fonction publique seraient touchés. Notre reporter Fabrice Hoss a trouvé un Canadien qui a refusé de céder aux mafiosos, mais qui a dû abandonner sa carrière pour pouvoir vivre en paix. De Gaulle était sur le balcon, juste là où sont les sapins de Noël. Et c'est de là qu'il a proclamé « Vive le Québec libre », qui a causé tout un émoi, je pense, à travers le monde. Pour l'entrepreneur Paul Sauvé, la réfection du balcon de l'Hôtel de Ville était un contrat à part, chargé d'histoire, une récompense pour le savoir-faire de son entreprise. De pouvoir y travailler, de le restaurer, de travailler sur l'Hôtel de Ville d'une façon générale, c'était toute une opportunité. Et c'était ce que j'ai été appelé à faire. C'est un peu la destinée. Notre entreprise était une des plus importantes au Canada. Mais c'était sans compter la mafia sicilienne, la Cosa Nostra, bien décidée à reprendre le marché de l'Hôtel de Ville par tous les moyens. On a eu une grue de tout près de 500 quelques milliers de dollars qui a été incendiée. Il y a eu des menaces de mort chez ma jeune fille qui avait à l'époque 8 ans. Une menace directe de mort. En fait, ça m'a enlevé l'amour du métier. Paul Sauvé ne faisait tout simplement pas partie des entrepreneurs adoubés par la mafia. Ceux qui se répartissent les contrats publics gonflent les prix et écartent les gêneurs. Tout un système qui est en train d'être décortiqué par une commission d'enquête inédite et qui vient de coûter son poste au maire de Montréal. L'opinion publique ne lui a pas pardonné d'avoir laissé la mafia gangréner la ville. Je traverse présentement une période d'une injustice insupportable. Je n'ai jamais pensé que je vivrais un tel acharnement dans une société de droit. Je quitte la vie publique. La situation était devenue intenable pour lui. La plupart des grands médias, par la voie des éditoriaux, réclamaient son départ. C'est une commission d'enquête qui ressemble presque à une série télévisée. Avec des personnages hauts en couleur, des rebondissements et surtout des déclarations chocs, même de la part de fonctionnaires. J'ai peut-être reçu autour de 580 à 600 000 $.
dans le cash. Lui, c'est le témoin vedette, Lino Zambito, ancien entrepreneur de BTP, le premier à citer des noms et dévoiler un système qu'il a contribué à créer. Écoutez, j'ai pas été un ange. J'ai profité abondamment. J'ai truqué des contrats, j'ai financé des partis politiques, j'ai corrompu des fonctionnaires, mais le système était fait de telle façon que si je voulais travailler, que ça soit Laval, Montréal, sur la Rive-Nord pour le ministère, j'avais pas le choix. Comme d'habitude. Déjà inculpé, Lino Zambito ne veut pas tomber seul. Lors de l'audience, il décrypte pour les juges ces images qui montrent le parrain de la mafia dissimulé dans ses chaussettes, le butin des marchés truqués. Comme d'habitude, doit les dissimuler dans ses bons. Après avoir perdu le contrat de l'hôtel de ville, l'entrepreneur Paul Sauvé, lui, a fait faillite et s'est retiré dans la campagne québécoise. Il rêve de reprendre son métier un jour, à condition que les règles ne soient plus dictées par la mafia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Best of de France 24. Bon week-end à tous.